Bonjour à tous, on va se retrouver cette fois-ci de manière un peu particulière, mais bon, les conditions veulent que ça se passe comme ça. Donc, cette fameuse pyramide pétreuse en 3D qu'on devait faire, on va la faire ensemble et par vidéo interposée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un pentagone. Je vous conseille de lire déjà le PowerPoint que j'ai fait aussi détaillé que possible avant de suivre la vidéo, de bien le lire, et aussi de faire la pyramide pétreuse avec la vidéo d'un côté et le PowerPoint de l'autre, pour bien que vous puissiez suivre. Pourquoi on a fait un pentagone qui aboutit à avoir 5 triangles? Alors pour pas m'embêter, moi je l'ai pris sur internet, le pentagone. J'ai juste créé les lignes pour que ça me fasse mes 5 triangles. On va faire 5 triangles, pourquoi? Puisqu'il y en a un que je vais assurer, puisqu'on ne va pas l'utiliser. Pourquoi on ne va pas l'utiliser? Hop, vous allez tout de suite comprendre. Je vais couper au niveau d'un bord d'un triangle. Je vais faire un petit pli, voilà, sur les autres bords. Tac. Pareil ici. Bon, là on fait un peu un cours de travaux manuels pour une fois. Hop. Voilà. J'ai fait mes plis au niveau de mes bords, ce qui fait que quand je passe la partie assurée sous l'autre, j'ai une pyramide en 3D. Alors, seul inconvénient, on est sur une pyramide parfaite, dans le sens où les 4 triangles sont de taille identique, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, puisque les faces supérieures sont plus volumineuses que les faces inférieures sur une pyramide pétreuse. Deuxième point important, c'est ce qui va vous poser le plus de problèmes, surtout pour ceux qui ont une vision en 3D un peu plus compliquée. Mais de toute façon, on le reprendra en cours. Les faces ne vont pas s'organiser de la même manière qu'on soit sur une pyramide pétreuse droite ou gauche. Ce qu'on va faire, nous, c'est dessiner une pyramide pétreuse droite. Comme ça, on aura tous la même. Là, ici, j'ai noté AS pour antérosup. On est sur la face antérosup. Soit ici, on a la postérosup ou l'antéroinf. Soit ici, on a la postérosup ou l'antéroinf. Pour que ce soit une pyramide pétreuse droite, ici, on va mettre la postérosup. Je vous le montre en 3D. Imaginez qu'on est sur une vue supérieure. Ici, on a l'avant, ici, on a l'arrière. La pointe de notre pyramide pétreuse, elle regarde en avant et en dedans. Donc, ce qui veut dire que ici, j'ai antérosup, celle qui est antérieure et qui est sup, postérosup, celle qui est postérieure et qui est sup. Donc là, on est sur les faces, qui sont endocrâniennes. Je retourne. On va avoir toujours l'avant ici, l'arrière ici. Donc ici, on sera sur l'antéroinf et ici, la postéroinf. Alors, donc, on va commencer d'abord par, entre guillemets, enlever un élément, puisque, comme je vous l'avais dit dans le PowerPoint, le sommet de cette pyramide pétreuse est un sommet qui est tronqué. Il est tronqué, on retrouve au niveau du sommet ce qu'on appelle la gueule de requin, c'est-à-dire l'orifice endocrânien du canal carotidien. C'est-à-dire que la carotide va rentrer en endocrânien ici. Elle va passer au-dessus du TDA, mais elle ne passe pas dans le TDA. TDA pour trou déchiré antérieur. Donc maintenant, on va décrire ce qui se passe sur chaque face. Alors moi, je vous le conseille pour que ce soit plus clair pour vous. Prenez une petite feuille à côté et notez les légendes de chaque face. Soit avec des numéros, des lettres comme vous voulez, avec un code couleur. Mais au moins comme ça vous évite de tout noter là-dessus, puisque sinon ça va vous prendre beaucoup trop de place. On va avoir donc justement une description de différents éléments. Je vais mettre des numéros
À vous après de noter à quoi correspondent ces numéros sur une feuille à côté. Je vais reprendre les différents éléments qu'on a décrits dans le PowerPoint. Alors, on va décrire toujours de la pointe vers la base, donc de avant dedans vers arrière dehors. Premier élément qu'on va retrouver, c'est une fossette, donc c'est-à-dire que vraiment c'est une fosse très peu marquée, la fossette. On va la mettre en 1. Cette fossette, c'est là où vient se mettre le ganglion trigéminal, c'est-à-dire le ganglion du nerf crânien 5. Encore en arrière et en dehors, on va retrouver des petits orifices. Ces orifices, en avant, en dedans, on a ce qu'on appelle les hiatus du nerf grand pétreux et en arrière, les hiatus du petit pétreux. Les nerfs pétreux, aussi bien le grand que le petit, sont formés par des branches neurovégétatives du 7, nerf facial, et du 9, nerf glossopharyngien. Encore en arrière, en dehors, alors on va continuer notre légende, 2, 3. Donc 2 hiatus du grand pétreux, 3 hiatus du petit pétreux. En arrière, on va avoir deux autres éléments, en 4 et en 5. Ce sont juste des repères anatomiques. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à titre ostéopathique, mais ça permet de voir un peu ce qui se passe en dessous. Puisqu'en 4, on va avoir ce qu'on appelle le tegmen tympani. Tympani comme tympan, ça correspond en fait au toit de la caisse du tympan. Donc, à l'intérieur de la pyramide pétreuse, on sait déjà qu'on va retrouver l'oreille moyenne. En 5, on va avoir ce qu'on appelle l'éminence arquée. L'éminence arquée, comme son nom l'indique, c'est un relief qui va être un peu sous forme d'arc, puisque ça va être l'empreinte de ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Donc on sait que on va avoir également l'oreille interne par ici. On a fini sur cette face antérosup, on passe à la face postérosup. Donc on est toujours sur une face endocrânienne. Je vais changer de couleur, comme ça vous pouvez voir la différence. Donc on est sur la postérosup. Là, un seul élément majeur à noter, c'est d'abord un orifice. Cet orifice, on va mettre en 1, c'est ce qu'on appelle le canal auditif interne ou méa acoustique interne. C'est la même chose. Cet orifice laisse apparaître un petit canal. Donc là, je le fais en pointillé parce qu'il est à l'intérieur de la pyramide pétreuse. Et ce canal est assez court et se finit par une lamelle osseuse. Avant, on appelait ça l'aqueduc de Fallope. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le canal facial. Alors, canal facial, c'est facile puisque c'est là où va passer le nerf facial. À cet endroit-là, il n'y a pas que le nerf facial qui passe puisqu'il va y avoir le nerf 7 bis, c'est-à-dire le nerf intermédiaire, et également le nerf 8, stato-acoustique ou vestibulo-cochléaire. À ce niveau-là, il n'y a pas d'autres éléments importants. Il existe un autre petit orifice, mais qui a assez peu d'intérêt. On passe à la face postéro-inférieure. Donc là, on est sur des faces exocrâniennes. Hop. Au niveau de ces faces, je vais mettre vraiment une couleur qui tranche bien. Au niveau de ces faces, de cette face, pardon, on va avoir beaucoup d'éléments. D'avant en arrière, pardon, et de dedans en dehors. On va avoir déjà une zone rugueuse. Comme toute zone rugueuse sur les os, c'est une zone d'insertion. Là, c'est l'insertion d'un muscle. C'est le muscle péristaphylin interne ou élévateur du voile du palais. On va aller légèrement en arrière. On va retrouver un orifice. Donc on va mettre en 2. C'est le foramen tympanique, passage du nerf tympanique, c'est pas compliqué. Et ce nerf tympanique, c'est une branche du 9 glossopharyngien. On va encore en arrière, on va avoir un orifice qui lui prend beaucoup de place. On va le appeler 3. Cet orifice, c'est l'orifice exocrânien de la carotide interne, enfin du canal carotidien, pardon, dans lequel passe la carotide interne. Donc, foramen exocrânien du canal carotidien, dans lequel passe la carotide interne. Donc la carotide interne, ça c'est important parce que souvent il y a l'erreur qui est faite. La carotide interne, pour rentrer dans le crâne, passe d'abord par la face postéro-inférieure
de la pyramide pétreuse et arrive en endocrânien par la gueule de requin. Mais elle ne passe pas par le TDA. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui la font passer dans le TDA. C'est faux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tourné la pyramide pétreuse, on est toujours là-dessus. On a encore d'autres éléments. On va avoir à proximité du bord inférieur une petite excroissance osseuse. Tac. Cette excroissance osseuse, c'est ce qu'on appelle l'apophyse styloïde. C'est là où vient s'insérer des muscles et des ligaments, ce qu'on appelle le bouquet de Riolan. Cette apophyse styloïde, juste à côté d'elle, on va retrouver un petit orifice qu'on appelle le foramen de la corde du tympan. Ce foramen de la corde du tympan laisse passer, comme son nom l'indique, la corde du tympan. Faites attention, la corde du tympan, c'est un élément nerveux. C'est une branche du 7 nerf facial. Encore en arrière, hein, souvenez-vous, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. On va avoir un orifice un peu plus volumineux puisque c'est le trou stylomastoïdien par lequel, alors trou foramen stylomastoïdien, par lequel passe le nerf 7. Nerf facial toujours. Ça, c'est les éléments de la face postéro-inférieure. C'est celle où il y a le plus d'éléments, pardon. Donc si on reprend notre nomenclature, 4, 5 et 6. On va passer à notre dernière face, la face antéro-inférieure. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais elle est compliquée à comprendre. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Puisque si on ne dessine que la pyramide pétreuse et strictement la pyramide pétreuse, on va avoir une gouttière qu'on appelle la gouttière tubaire. Et ensuite, on va avoir une cavité ouverte. J'essaie de faire un petit effet de 3D pour bien que vous compreniez qu'on est sur quelque chose de creux. Dans cette cavité, en fait, on retrouve quoi? La caisse du tympan. Ça, c'est la pyramide pétreuse. Mais en fait, cette face de la pyramide pétreuse est recouverte sur une grande partie, on va le faire en jaune en espérant que ça se voit bien, va être recouverte d'un os, l'os tympanal. Cet os tympanal, voilà, il vient venir se terminer autour de la styloïde. Voilà. Donc ce qui veut dire que toute cette partie est recouverte par l'os tympanal. Ce qui va nous permettre, OT pour os tympanal, ce qui va nous permettre de laisser apparaître un petit canal osseux entre l'os tympanal et la gouttière tubaire. Ce petit canal osseux, c'est ce qu'on appelle la partie osseuse de la trompe auditive. La trompe auditive étant un canal qui permet de maintenir la pression atmosphérique au sein de l'oreille moyenne. L'ancienne nomenclature, c'est ce qu'on appelle la trompe d'Eustache. La partie justement où il n'y a que la gouttière et pas l'os, ça sera toujours la trompe auditive, mais la partie cartilagineuse. Donc il y a une partie osseuse ici, une partie cartilagineuse ici. L'os tympanal vient venir se rapprocher de l'apophyse styloïde, et cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle l'apophyse vaginale. Donc la partie à proximité de la styloïde, c'est l'apophyse vaginale. Là, on a fini nos 4 faces. Maintenant, on va passer aux bords. Pour les noms des bords, c'est facile. Il faut prendre le nom en commun entre chaque face. Par exemple, entre antérosup et postérosup, on va avoir le bord supérieur, puisque c'est le nom qui est en commun. Entre postérosup et postéro-inf, le bord post. Entre postéro-inf, antéro-inf, le bord inférieur. Et entre antéro-inf et antérosup,
forcément le bord antérieur. Alors déjà, on va éliminer le plus simple. Le bord inférieur, pas grand-chose à dire sur lui. On va commencer par le bord antérieur. Le bord antérieur, en fait, alors j'essaie de bien vous le montrer en 3D, c'est ici où vient s'articuler le sphénoïde, la grande aile du sphénoïde. Ce qui veut dire qu'on va avoir une relation entre le sphénoïde et la pyramide pétreuse. Donc, suture sphénopétreuse. Elle va reprendre la direction de la pyramide pétreuse, donc c'est une suture qui est orientée en avant et en dedans. Sur le bord supérieur, entre antéro-supérieur et postéro-supérieur, beaucoup de choses à noter. On va avoir tout d'abord deux encoches. Une première encoche ici, une deuxième encoche ici. Ici va passer donc l'encoche la plus interne. L'encoche la plus interne va passer le nerf 6, donc c'est l'encoche du nerf 6, moteur oculaire externe. En dehors, passage du nerf 5, donc c'est l'encoche du nerf 5, nerf trijumeau. Entre les deux vient naître un ligament qui vient passer en pont au-dessus du 6, du nerf 6, entre la pyramide pétreuse et le sphénoïde. Donc ce ligament, il s'appelle sphénopétreux. Et c'est ce ligament qui peut parfois, alors lors du développement, venir mettre en contrainte le nerf 6 et donc aboutir à un strabisme qui dans ce cas-là sera un strabisme convergent puisque le patient ne peut plus emmener son regard en extérieur. En externe, pardon. On continue toujours sur ce bord supérieur, on va avoir une gouttière. Cette gouttière, c'est une gouttière pour un sinus, le sinus pétreux supérieur, et donc l'insertion de la grande circonférence, enfin une partie de la grande circonférence de la tente du cervelet. Ça, c'est pour le bord supérieur. Bord postérieur, c'est le plus compliqué, puisqu'il y a beaucoup de choses. C'est le bord qui va s'articuler avec l'occiput, c'est-à-dire les deux bords où on retrouve des sutures, c'est les bords antérieurs et postérieurs. Antérieur avec l'os qui est antérieur, le sphénoïde, postérieur avec l'os qui est postérieur, l'occiput. Donc, au niveau du bord postérieur, de dedans en dehors, on va avoir déjà la suture avec le basion de l'occiput. Donc on va avoir d'abord ici la suture pétro, pyramide pétreuse, basilaire, pétro-basilaire. On va avoir également le TDP, alors je dessine juste une partie du TDP. On a donc le TDP, le trou déchiré postérieur, dans lequel va passer le 9, le 10, le 11, glossopharyngien vague et accessoire ou spinal. Et encore en arrière, on a une autre suture, la pétro-jugulaire, toujours entre pyramide pétreuse et occiput. On va décrire sur le versant endocrânien de ce bord postérieur, donc là on est sur la postéro-inf, on est en exocrânien, là on est sur la postéro-sup, on est en endocrânien. On va avoir un sillon. Ce sillon, c'est le sillon du sinus pétreux inférieur. Donc il va pouvoir après se jeter au niveau du TDP, soit dans le sinus sigmoïde, soit directement dans la veine jugulaire interne. Là, à ce moment-là, on a tout fait. On a fait nos faces, on a fait nos bords. Amusez-vous à justement mettre cette pyramide pétreuse en 3D et la mettre par rapport à votre crâne où elle se situerait. Donc sachant que si on est sur une vue du dessus, ça ressemblera à peu près à ça. L'avant à droite, l'arrière à gauche,
face antéro-sup qui est plutôt horizontale, face postéro-sup, et celle qu'on ne voit pas, les faces exocrâniennes. Et donc là, en fait, ça pointe en direction de votre selle turcique, et là, ici, on a la base avec le conduit auditif externe. Ce cours-là a été fait déjà pour que vous visualisiez justement votre pyramide pétreuse, puisque c'est un élément qui est assez compliqué, vous l'avez vu, il y a énormément de nerfs. Aussi, il faut bien comprendre que ça compte pour le cours de l'année prochaine. Pour l'examen de première année d'anatomie crânienne, il faut se référer au cours de Clément. Alors ça peut vous aider pour compléter la partie qu'il a faite sur le temporal, mais il faut vous référer au cours de Clément par rapport à ça. D'accord ? Donc je vous souhaite bon courage pour cette période un petit peu inhabituelle. Bon courage à vous et à votre famille. On refera justement un point dans un moment quand l'école réouvrira. On fera le point pour refaire, en amphi un petit cours pour justement reprendre bien cette pyramide pétreuse en 3D, voir ce que vous avez fait. Essayez bien de la faire chez vous pour qu'après je puisse vous corriger parce que même en la faisant comme ça, parfois les gens se trompent entre une pyramide pétreuse droite et gauche et comme ça on pourra la refaire en 3D par rapport à vous pour que vous visualisiez comment ça s'organise dans l'espace par rapport à un corps humain. Bon courage à vous, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Bonne révision.